Richard Berry a longtemps porté ce visage familier du cinéma français, celui d'un homme de scène, de mots, de rôles, capable d'habiter plus de 100 films sans jamais quitter tout à fait le théâtre de sa propre vie. Puis une voix est revenue du passé, celle de sa fille Colline, non pour demander la lumière, mais pour dire ce que, selon elle, l'ombre avait gardé trop longtemps. À l'Assemblée nationale, son témoignage a rouvert une plaie que ni la célébrité, ni les années, ni les silences familiaux n'ont réussi à refermer. Et derrière le nom Berry, soudain, une question s'est imposée. Que reste-t-il d'une légende quand sa propre maison devient le lieu du soupçon? Avant que l'affaire ne transforme son nom en champ de bataille, Richard Berry avait déjà bâti sa légende sur une autre scène, celle des passions, des femmes, des ruptures et des fidélités impossibles. Sa vie privée avançait comme un roman parisien. Porte qui claque, silhouette célèbre, enfant né de plusieurs histoires, amour, théâtre et désordre. La première grande trace est celle de Catherine Yegel. Elle n'est pas seulement une comédienne majeure. Elle est aussi la mère de Colline, née en 1976, au cœur d'une relation longtemps racontée par fragments. À l'époque, Berry monte, travaille, séduit, avec l'assurance des hommes que la lumière protège. Leur histoire aurait pu demeurer une page ancienne si, des années plus tard, elle n'était revenue dans le dossier familial par la porte la plus brutale. Yegel ne s'est pas contentée de soutenir sa fille. Elle a publiquement accusé Richard Berry de violences conjugales graves, évoquant des coups lorsqu'elle était enceinte de Colline. Lui conteste ce récit, tout en ayant reconnu une gifle. Puis vient Jeanne Manson, chanteuse, actrice, image flamboyante des années 1980. Richard Berry l'épouse en 1984. 2 ans plus tard, le mariage se défait. Sur le papier, ce n'est qu'une union brève. Dans la mémoire médiatique, c'est davantage un nœud qui ne cessera de ressurgir. Car Colline Berry a aussi mis en cause Jeanne Manson dans ses accusations que cette dernière a toujours niées. Manson a ensuite poursuivi Colline pour diffamation. La justice l'a d'abord condamné avant que la Cour de cassation ne casse cette décision. En 2024, Colline a finalement été relaxée en appel. Étrange mécanique. Une ancienne belle-mère, une fille accusatrice, un père qui nie, et au centre, une famille célèbre. Après Jeanne Manson, il y a Jessica Ford, photographe franco-britannique. Avec elle, Richard Berry a une fille, Joséphine, née en 1992. Ici, le récit paraît plus discret, moins inflammable. Mais cette discrétion dit ceci. Berry sait disparaître derrière ses rôles, puis réapparaître dans les journaux par sa vie intime. Autour de lui, les femmes ne sont jamais de simples notes de bas de page. Elles portent des enfants, des carrières, des versions concurrentes du même homme. Depuis 2009, Pascale Louange occupe une place plus stable dans sa vie. Comédienne elle aussi, elle devient son épouse en 2016. Ils ont une fille, née en 2014. C'est autour de cette naissance annoncée, selon Richard Berry, que le premier choc familial aurait éclaté avec Colline. Lui affirme que sa fille aurait réagi violemment à l'idée de cette nouvelle paternité avant de formuler des allusions à des abus. Colline soutient une toute autre histoire, plus ancienne, plus sombre. Et il y a les zones grises. Réputation de séducteur, liens de troupe, amitié trop commentée. Rien qui permette d'écrire une vérité. Mais dans l'imaginaire français, Richard Berry a longtemps appartenu à cette catégorie d'acteurs dont la présence semblait prolonger un pouvoir social. Colline Berry n'est pas entrée dans l'histoire publique par la porte d'un scandale ordinaire. Elle y est entrée avec une phrase presque insoutenable. Elle disait être « née dans la violence ». Devant les députés ce mercredi-là, sa voix n'avait rien d'un effet de manche. Elle avançait comme avancent les survivants, par morceaux, avec des dates, des images, des silences. Et cette fatigue particulière de ceux qui savent que parler ne libère pas toujours, mais oblige le monde à entendre. Elle ne venait pas seulement raconter son père célèbre, elle venait raconter l'enfance, ce territoire que l'on imagine protégé et qui, selon elle, aurait été traversé par la peur. Elle a accusé Richard Berry d'inceste et de violences sexuelles, des faits qu'il nie. Dans la salle, les mots ne flottaient pas. Ils tombaient. Quand une fille accuse son père, acteur aimé, homme connu, figure installée depuis des décennies dans la mémoire collective, qui regarde-t-on d'abord? La plaignante?
avec le soupçon qu'on réserve trop souvent aux femmes qui parlent tard, ou l'homme public, avec l'indulgence que la célébrité sait parfois obtenir sans la demander. Le témoignage de Colline avait cette force dangereuse des récits qui dérangent tout un système. Elle ne décrivait pas seulement un drame familial, elle désignait une architecture de déni, un clan, des loyautés, des humiliations anciennes, des surnoms cruels, des regards détournés. Dans une famille d'artistes, où l'on connaît le poids d'un rôle, qui jouait quoi? Qui savait? Qui se taisait? Et qui, surtout, avait intérêt à ce que l'enfant d'hier demeure une adulte suspecte? Son récit devant la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles intrafamiliales a donné une dimension politique à une affaire déjà dévastatrice. Là où les plateaux de télévision cherchaient parfois le duel, elle a replacé le débat sur le terrain de la justice. L'inceste n'est pas une rumeur mondaine, c'est une question de société. Les victimes parlent souvent des décennies plus tard, non par stratégie, mais parce que le traumatisme n'obéit pas au calendrier des tribunaux. Que vaut alors une prescription face à une mémoire qui revient quand elle peut, et non quand la loi l'exige? Ce jour-là, Colline n'a pas seulement réactivé son propre dossier, elle a rejoint une vague française déjà puissante, celle de #MeTooInceste, où des milliers d'anonymes avaient commencé à écrire l'indicible avec des mots simples. Son nom a servi d'amplificateur. Pour certains, elle devenait une voix courageuse, pour d'autres, une accusatrice dangereuse. La violence du débat disait au fond une chose. Lorsqu'une victime présumée parle dans une famille connue, ce n'est jamais seulement une affaire intime. C'est une guerre de récits, et chacun veut choisir son camp avant même que toute la vérité ne soit éclairée. Et derrière la lumière des caméras restait cette question froide. Combien de temps faut-il à une enfant devenue femme pour être crue, entièrement? La contre-attaque n'a pas tardé. Dans ce type d'affaires, la parole ne circule jamais seule. Elle revient toujours escortée d'avocats, de démentis, de blessures anciennes et de stratégies publiques. Richard Berry a nié les accusations de Colline. Jeanne Manson aussi. Et très vite, l'ancien drame familial est devenu un dossier judiciaire, avec cette inversion brutale qui sidère souvent les victimes présumées. Celle qui dit avoir subi se retrouve à son tour poursuivie pour avoir parlé. Jeanne Manson a déposé plainte contre Colline Berry pour diffamation. La procédure a produit un effet de vertige. Pour une partie de l'opinion, il ne s'agissait plus seulement de savoir ce qui s'était passé dans l'intimité d'une famille célèbre. Il fallait observer comment la justice traite une parole tardive, fragmentée, exposée à la contradiction. Colline a d'abord été condamnée, contrainte à des dommages et intérêts. Ce jugement a frappé bien au-delà du cercle Berry. Dans les associations, chez les militantes, chez des anonymes qui avaient enfin commencé à parler d'inceste, la décision a été vécue comme un avertissement. Dire peut coûter cher. Puis le dossier a encore basculé. La Cour de cassation a annulé la condamnation et la Cour d'appel de Lyon a finalement relaxé Colline Berry en 2024 dans le volet diffamation. Ce retournement n'a pas effacé la violence du parcours. Il a seulement montré combien la justice avance par étapes, combien une vérité judiciaire peut être provisoire, discutée, renversée. Peut-on demander à une parole traumatique d'être aussi nette qu'un procès-verbal? Peut-on exiger d'un souvenir d'enfance qu'il ait la précision froide d'une archive? Autour de Richard Berry, les lignes familiales se sont alors dessinées comme des frontières. Catherine Yegel, mère de Colline, s'est tenue du côté de sa fille. Son propre récit a ajouté une couche d'effroi. Elle a accusé l'acteur de violences conjugales très graves, notamment lorsqu'elle portait Colline. Richard Berry a répliqué en contestant cette version, allant jusqu'à retourner l'accusation en déclarant que c'est elle qui était violente. La phrase, dans le climat de l'affaire, a suscité la colère. Non parce qu'elle clôturait le débat, mais parce qu'elle semblait déplacer le centre. Du témoignage d'une femme blessée vers la défense d'un homme public habitué à contrôler le cadre. Face à Colline, une autre voix familiale a choisi l'attaque. Marie Berry, sœur de Richard, elle a publiquement discrédité sa nièce, rappelant un surnom familial humiliant, Coco la mytho, censé suggérer une propension ancienne au mensonge. Dans n'importe quelle autre histoire, ce détail aurait pu passer pour une cruauté privée. Ici, il est devenu symbole. Comment une famille fabrique-t-elle, parfois dès l'enfance, la réputation qui servira plus tard à invalider une parole? Mais Colline n'était pas seule.
Marie-Lou Berry, sa cousine, a raconté avoir combattu à ses côtés dans l'intimité du clan, allant jusqu'à confronter Richard Berry. Josiane Balasco, tante par alliance, a elle aussi exprimé sa confiance envers Colline et critiqué ceux qui la réduisaient à une affabulatrice. Peu à peu, le récit cessait d'être un duel père-fille. Il devenait une fracture généalogique, un arbre de famille fendu en deux, où chaque branche semblait porter sa version, sa loyauté, sa honte. Dans ce chaos, une question demeurait suspendue. Quand la famille devient tribunal, qui peut encore prétendre juger sans trembler? La scène publique, elle, ne pardonne pas toujours les dissonances. Lorsque Richard Berry a continué à jouer plaidoirie, le malaise est devenu presque théâtral au sens le plus cru du terme. Le spectacle reposait sur la parole judiciaire, sur ces grands moments où des avocats défendent des causes humaines, parfois des femmes, parfois des enfants, parfois des êtres broyés par plus fort qu'eux. Or, voilà qu'un acteur accusé par sa propre fille d'inceste se tenait encore sur scène pour incarner la puissance morale du verbe. Comment le public pouvait-il séparer l'homme du rôle quand le rôle semblait regarder l'affaire en face? Dans plusieurs villes, des organisations féministes et des militantes se sont mobilisées. Elles n'avaient pas besoin de crier longtemps pour que l'image frappe. Dehors, des pancartes, des slogans, des corps en colère. Dedans, une salle obscure, des fauteuils rouges, un comédien continuant à dire « la justice ». À leurs yeux, ce n'était plus seulement une programmation culturelle, c'était une provocation, une manière, consciente ou non, de maintenir intact le prestige d'un homme mis en cause pendant que la parole de sa fille était disséquée, discutée, suspectée. Le cas Berry posait alors une question française, ancienne et brûlante. Que fait-on des artistes accusés? Les retire-t-on des scènes avant tout jugement définitif? Les maintient-on au nom de la présomption d'innocence? Qui protège-t-on d'abord? L'institution culturelle, le public, les victimes présumées, ou la carrière d'un homme dont le nom a longtemps rassuré les producteurs? Il n'y avait pas de réponse simple, seulement des lignes de fracture. Mais une chose apparaissait nettement. L'époque avait changé. Le silence qui, autrefois, recouvrait les grandes réputations ne suffisait plus. Cette rupture fut d'autant plus violente que Richard Berry avait été associé à une cause particulièrement sensible, la protection de l'enfance. Avant que l'affaire n'éclate, il figurait parmi les personnalités engagées auprès d'Enfance majuscule, organisation dédiée à la défense des droits des enfants. Après les accusations portées par Colline, son nom a été retiré. Ce geste n'était pas une condamnation judiciaire. Il était un signal. Dans l'espace symbolique, certaines contradictions deviennent intenables. Comment porter un combat pour l'enfance lorsque sa propre fille affirme avoir été brisée enfant? Dans les coulisses, l'affaire s'est mise à dépasser les personnes. Le témoignage de Colline, amplifié par le mouvement #MeTooInceste, a rencontré une France où des milliers de récits anonymes cherchaient déjà une brèche. Son nom célèbre a agi comme une lampe braquée sur un couloir que beaucoup connaissaient sans l'ouvrir. Les victimes d'inceste ne demandaient pas seulement la compassion, elles demandaient que la société cesse de traiter la famille comme un sanctuaire inviolable. Car c'est bien là que se joue la difficulté. L'agresseur présumé n'est pas toujours un inconnu tapi dans la nuit. Il peut être le père, l'oncle, le beau-père, celui que l'on embrasse aux anniversaires. Le témoignage de Colline devant les parlementaires a aussi relancé le débat sur la prescription. Des responsables politiques, dont Ségolène Royal, ont appelé à repenser profondément le droit, voire à supprimer les délais pour les crimes sexuels commis contre les enfants. L'idée était claire. Si la mémoire traumatique met 30 ans à parler, pourquoi la justice devrait-elle fermer la porte avant que la victime ne trouve la force de frapper? Et pendant que les juristes discutaient, pendant que les salles de théâtre se divisaient, pendant que les plateaux cherchaient des camps, une autre vérité, plus sourde, s'imposait. L'affaire Berry n'était plus seulement l'effondrement d'une image. Elle était devenue le miroir d'un pays forcé de regarder ce qu'il avait longtemps classé dans les secrets de famille. À cet instant, le nom de Richard Berry ne désignait plus seulement un acteur. Il désignait un point de bascule. À mesure que l'affaire quittait les colonnes judiciaires pour gagner le terrain politique, Colline Berry devenait malgré elle une figure de seuil. Ni héroïne confortable, ni simple plaignante, mais témoin d'un pays qui ne sait pas toujours quoi faire de la douleur lorsqu'elle porte un nom connu. Sa parole avait un effet paradoxal. Elle bouleversait, mais elle obligeait chacun à se demander pourquoi il est si difficile de croire une adulte
lorsqu'elle raconte l'enfant qu'elle dit avoir été. Dans les associations, le choc fut immédiat. Beaucoup de victimes anonymes virent dans son apparition devant les députés un signe. Si une femme issue d'une famille célèbre, entourée d'artistes, d'avocats, de caméras, pouvait encore être attaquée, moquée, traitée d'affabulatrice, que restait-il aux autres? À celles et ceux qui n'avaient ni nom, ni réseau, ni tribune? Le hashtag MeTooInceste n'a pas seulement recueilli des confessions, il a dessiné une géographie du silence français. C'est ici que l'affaire prend une autre ampleur. Elle ne se limite plus à Richard Berry, à ses démentis, à ses proches divisés. Elle ouvre une question plus vaste. Que vaut une justice pensée pour les preuves immédiates face à des crimes présumés dont la mémoire surgit parfois après des décennies? Les parlementaires entendaient des mots que beaucoup auraient préféré laisser aux psychologues. Pourtant, ces récits entraient dans la loi par la porte la plus directe, celle des vies abîmées. L'appel à supprimer ou à réformer la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs ne relevait donc pas d'un simple réflexe émotionnel. Il traduisait une impatience collective. Des responsables politiques ont estimé qu'un enfant agressé ne devrait jamais se voir répondre, devenu adulte, que le temps a travaillé contre lui. Mais comment concilier cette exigence avec les principes de défense, de preuve, de procès équitable? La société voulait réparer. Le droit rappelait qu'il ne peut condamner sans démontrer. Ce tiraillement a rendu l'affaire plus explosive. Les soutiens de Colline voyaient en elle une femme debout contre une mécanique de domination familiale et culturelle. Les défenseurs de Richard Berry insistaient sur la présomption d'innocence, sur les contradictions possibles, sur le danger d'une condamnation médiatique. Entre les deux, l'espace public devenait un tribunal nerveux. Mais peut-on vraiment parler de nuances lorsque le sujet est l'inceste? Peut-on demander le calme à des survivants restés seuls alors? La violence de l'affaire Berry tient aussi à ce qu'elle a fissuré une croyance tenace, celle selon laquelle le talent protège de la chute, ou du moins impose une forme de distance respectueuse. Pendant longtemps, Richard Berry fut d'abord un acteur, un visage de cinéma, une voix de théâtre, un homme que l'on associait aux planches, au rôle, au texte. Puis son nom s'est déplacé. Il a cessé d'appartenir seulement aux affiches pour entrer dans les dossiers, les tribunes, les manifestations, les débats télévisés. Ce déplacement n'est jamais neutre. Lorsqu'un artiste célèbre est accusé de violences sexuelles intrafamiliales, toute son œuvre se retrouve soudain regardée autrement. Les scènes d'autorité deviennent suspectes. Les personnages protecteurs paraissent troublants. Les prises de parole publiques sonnent autrement. Même le passé est relu, comme si chaque image contenait déjà un indice. Est-ce juste? Est-ce inévitable? Peut-on encore regarder un acteur sans entendre ce que sa propre fille dit de lui? Richard Berry, lui, a maintenu sa ligne. Il nie les accusations d'inceste. Il affirme que le récit de Colline s'inscrit dans une histoire familiale conflictuelle, ancienne, déformée par des rancœurs et des tensions. Cette défense a ses soutiens. Dans une démocratie, un homme accusé garde des droits, et la présomption d'innocence n'est pas un ornement, c'est un principe. Mais l'époque a cessé de considérer ce principe comme un bâillon posé sur la bouche des plaignantes. Voilà le point de rupture. Croire une parole ne signifie pas rendre un jugement. Écouter une victime présumée ne revient pas à abolir la justice. Dans cette zone instable, Colline Berry a payé le prix d'une exposition extrême. Son enfance a été discutée comme une pièce à conviction. Son caractère a été disséqué. Sa mémoire a été contestée. Son propre clan a fourni au public les armes les plus intimes. Surnoms humiliants, accusations de mensonges, blessures de famille sorties comme des preuves. Rien n'est plus violent que cette manière de transformer une personne en dossier psychologique vivant. Qui résisterait à un tel examen? Et pourtant, c'est peut-être là que son témoignage a touché le plus profondément. Non parce qu'il offrait une certitude simple, mais parce qu'il montrait le parcours presque impossible de celles et ceux qui parlent. Il ne suffit pas de dire « il faut supporter le soupçon », les procédures, les regards, les fidélités perdues, les proches qui s'éloignent, ceux qui se retournent, ceux qui demandent pourquoi maintenant, comme si la douleur devait déposer sa plainte à l'heure exacte où le monde est prêt à l'entendre. L'affaire a aussi révélé le malaise d'un milieu artistique longtemps habitué à séparer l'homme de l'œuvre quand cela l'arrangeait. Mais cette séparation, désormais, se négocie dans la colère. Les programmateurs invoquent le droit, les militantes invoquent la décence.
Le public hésite entre mémoire cinéphile et exigence morale. Chaque représentation de Richard Berry devient alors plus qu'un spectacle, une prise de position silencieuse. Au fond, la vérité judiciaire suivra son chemin, avec ses règles, ses limites et ses lenteurs. Mais une autre vérité, sociale celle-là, s'est déjà imposée. Les familles célèbres ne sont pas hors du monde. Elles peuvent, elles aussi, fabriquer du silence, de la peur, des loyautés meurtrières. Et lorsqu'une fille se lève contre son père, ce n'est jamais seulement un scandale. C'est une scène primitive qui revient demander des comptes à tout un pays. L'affaire Richard Berry ne se referme pas comme un rideau de théâtre. Elle laisse derrière elle des voix opposées, des blessures irréconciliables, une justice encore regardée avec défiance, et une société sommée d'écouter autrement les récits d'inceste. Colin Berry a parlé, Richard Berry nie. Entre les deux, le public reste face à une énigme morale vertigineuse. Quand la parole d'une fille accuse le père que la France a applaudi, que choisit-on de protéger d'abord? L'image, le doute ou l'enfant qui dit avoir survécu?